Mais j'ai compris que ma vie basculait quand, depuis le premier rang dans la fosse, j'ai retourné ma tête et j'ai vu des longs canons. Et là, je me suis dit, ok, c'est le journal télévisé qui entre dans ta vie, c'est les actualités, ce sera toi dedans et c'est maintenant. Est-ce que tu as déjà ressenti ce mal-être ? Tu sais quand tu te dis que c'est dans la tête et que ça va passer. Quand tu ne sais pas vraiment à qui en parler, même quand ça devient trop compliqué. Et parfois c'est un de tes proches qui est en souffrance psychologique. D'ailleurs, tu t'es peut-être déjà senti démuni, à ne pas trop savoir quoi faire. Et consulter un psychologue, tu t'es déjà demandé comment ça se passait concrètement ? Toutes les 2 semaines, je reçois des personnalités, des experts et des anonymes pour plonger ensemble dans des discussions intimes et simples autour de la santé mentale. Une série où chacun pourra trouver un écho à son propre parcours. Parce que la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Je suis Vicky et tu écoutes Cavan, le podcast lancé par Santé Psy étudiant, un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cavan, qui sera un peu différent cette fois car nous sommes 3. Aujourd'hui, on va parler de stress post-traumatique, de ce que ça fait de survivre à un événement qui bouleverse une vie à jamais, de ce que le corps et le cerveau continuent de vivre, parfois des années après, et surtout, de ce qui permet de se reconstruire. Fanny Parolini, rescapée des attentats du Bataclan, a gentiment accepté de nous livrer son témoignage afin que l'on comprenne mieux ce que peut ressentir une personne qui souffre au quotidien de stress post-traumatique. Vincent Meurice nous racontera aussi la manière dont il accompagne les personnes qui en souffrent avec Batismed, une approche innovante mêlant plongée sous-marine et écoute. Ensemble, ils nous aideront à mettre des mots sur ce qu'est vraiment le stress post-traumatique, à parler de soins et de reconstruction. Bonjour tous les deux et merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui et j'ai une première question que je pose à tout le monde à chaque fois. C'est comment vous allez ? Et si vous étiez une émotion là aujourd'hui, laquelle ce serait ? Mais je vais assez bien, et si j'étais une émotion, la reconnaissance. Eh bien écoutez, je vais très bien, parce que j'ai bien dormi, c'est plutôt une bonne chose. Et en termes d'émotion, je dirais calme et serein. Parfait. Fanny, est-ce que tu pourrais te présenter avec tes mots ? Oui, donc Fanny Parolini, aujourd'hui j'ai 41 ans. Je travaille dans la fonction publique d'État et j'habite en région parisienne. Le 13 novembre 2015, des attentats terroristes font 130 morts et plusieurs centaines de blessés au Stade de France, à Paris et dans la salle de concert du Bataclan. Ce soir-là, toi Fanny, tu étais au Bataclan. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblait ta vie avant cet événement ? Oui, donc cela fait 10 ans. J'étais une jeune femme de 31 ans. Je vivais à Paris dans le 19e arrondissement. J'étais en couple. Et j'ai toujours pour hobby d'assister à des concerts de rock. Et là, alors que ça se passait pas forcément bien à la maison, j'avais besoin de me détendre. Et je me suis dit, quoi de mieux qu'un concert comme d'habitude. J'aime bien ce groupe, il est très second degré. Ils sont un peu loufoques, ça va me détendre. Et je me suis rendue assez tôt dans la soirée du vendredi 13 novembre 2015 au Bataclan. Sans entrer dans des détails difficiles, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit que ta vie venait de basculer ? Alors oui, c'est tout au début des tirs dans la salle. Au début, je n'ai pas compris. Je voyais des petits éclats de plâtre qui sautaient. Je pensais que c'était un happening ou peut-être une blague parce que c'était un vendredi 13. Je me suis dit peut-être quelqu'un veut nous faire... soit c'est le groupe, soit c'est une blague de mauvais goût, ça va passer. Mais j'ai compris que ma vie basculait quand, depuis le premier rang dans la fosse, j'ai retourné ma tête et j'ai vu des longs canons. Et là, je me suis dit, ok, c'est le journal télévisé qui entre dans ta vie, c'est les actualités, ce sera toi dedans et c'est maintenant. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué juste après ? Est-ce que c'est le silence, le fait que ce soit presque irréel ? Ce qui est immédiatement
marquant, c'est la réaction de la foule parce que on comprend que c'est extrêmement sérieux. La foule se transforme en tsunami, une énorme vague depuis la fosse, en fait. Moi, étant au premier rang, ne faisant qu'1m60, j'ai vu les gens se transformer en vagues humaines. Et ensuite, le plus marquant, c'est qu'est-ce que tu fais, toi, quoi. Tu sautes, tu restes, tu te mets par terre, tu fais quoi? Donc c'est le renversement de la situation qui est... Et je vous raconte ça, c'est extrêmement clair dans mon esprit, quoi. C'est très net. Des semaines, voire des mois après, comment ton corps et ton esprit ils ont réagi à cet événement? Je n'étais pas dans un contexte où je pouvais vraiment me reposer, puisque ça n'allait pas très bien à la maison, dans mon couple. Et j'ai constaté que moi et mon ex-conjoint, nous ne gérions pas du tout l'événement de la même façon. Pas en unité, parce qu'on était déjà un peu désunis. Donc je me suis dit, tu ne peux pas te relâcher, il faut continuer la dynamique de survie. Donc je me suis reposée un peu le samedi 14. Les interviews commençaient déjà à se présenter. C'était assez malvenu pour moi, pas forcément malvenu pour mon conjoint, donc c'était délicat. Comme je travaillais, et je travaille toujours pour l'État, je me suis renseignée en haut lieu pour savoir si je pouvais aller travailler dès le lundi. Et j'ai choisi de travailler dès le lundi matin pour rester dans une dynamique de, je dirais, combat-survie dans un premier temps. À quel moment tu as compris qu'il y avait quand même quelque chose qui continuait à l'intérieur de toi? J'ai pas laissé beaucoup de place à ma parole intérieure, on va dire. C'est vraiment avec l'aide des soignants, plus particulièrement mon psychiatre, puisque je consultais déjà une psychologue, mais honnêtement, c'était très superficiel par rapport au choc post-traumatique. Donc, je me suis dit, tout comme d'ailleurs la ville de Paris et les hôpitaux, la PHP a ouvert ses portes, je me suis dit, bon, mais il faut vraiment parler à un psychiatre, quelqu'un à la hauteur de l'événement. Et c'est à l'issue de plusieurs années de dialogue avec mon psychiatre que j'ai réussi à briser la dissociation, c'est-à-dire d'arrêter de parler comme si j'étais interviewée dans une émission de géopolitique et que j'étais experte, consultante, mais de parler en tant que personne présente là-bas et impactée. Et observer aussi tous mes camarades d'infortune, voir dans quel état ils étaient, prendre de leurs nouvelles, voir ce que ça leur faisait. Mais c'était pas si facile parce que j'étais pas une grande adepte des réseaux sociaux, ce qui m'a aussi protégée de beaucoup de contenus violents ou bêtes ou qui méritent même pas de commentaires. Donc j'étais pas tellement en contact avec assez de camarades. Mais le temps, les professionnels et ensuite les camarades m'ont aidé à m'auto-diagnostiquer, me dire tu peux pas rester comme ça, c'est quand même pas anodin. T'es forte, mais à quel point, jusque quand, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux te faire, qu'est-ce que tu peux... je ne sais jamais, je pouvais... Enfin voilà, on n'est pas imperméable aux idées noires. On a perdu 2 autres personnes qui ont ôté leur vie suite à ces événements. Donc c'était pas anodin, mais sans mon psychiatre et les diagnostics comme le syndrome de Lazare, le fait de s'être rapproché de la mort et de revenir ensuite dans la vie, si j'avais pas eu toutes ces aides, je n'y serais pas arrivée. Tu penses que c'est parce que tu étais dans une forme pour te protéger de déni et tu voulais pas penser qu'il y avait quelque chose qui t'avait affecté vraiment à l'intérieur de toi? Oui, il y a de ça. Il y a oui, c'est ça, j'appelle ça un réflexe de survie, se protéger, se dire, bon, bah, si je veux vraiment survivre, je peux pas me permettre de m'effondrer, de pleurer
auprès de personnes dont je ne dispose pas, hein, parce qu'il faut aussi, pour pleurer, il faut avoir une épaule sur laquelle pleurer. Et ça, tout le monde n'a pas le même entourage. Certains ont leurs parents, leurs conjoints, d'autres aussi ont la responsabilité d'une famille. Donc, on est assez inégaux face à ça. Moi, je ne me suis pas sentie de pouvoir m'effondrer, de ne plus pouvoir subvenir à mes besoins, de finir dans une chambre d'hôpital ou dans ma baignoire. Je me suis dit non. Donc, t'as pas le choix, ma grande, continue. Vincent, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau et notre corps quand on subit un choc extrême comme ça ? Alors, comme pour souvent les pathologies qui sont liées au trauma, en termes on va parler de neurosciences 2 secondes, mais une émotion qui peut être très 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 intense va générer dans le cerveau une sorte de désorganisation, en fait. Et dans ces traumatismes, le vrai problème est que le cerveau met du temps ou n'arrive pas à ce qu'on appelle engrammer le souvenir mémoriel. Et donc ce souvenir, il ne rentre pas dans la mémoire à long terme. C'est-à-dire qu'il y a une partie du trauma qui lui, va être ingérée, et une autre partie qui va, en gros, continuer de tourner dans le cerveau de manière libre, on va appeler ça comme ça, libre, et qui va générer donc plusieurs symptômes qui sont très connus dans le stress post-traumatique. En l'occurrence, vous avez ce qu'on appelle l'hypervigilance, donc le fait d'être constamment à l'affût d'un danger. Les troubles cognitivo-comportementaux qui sont la conséquence du trauma, le fait de ne plus dormir, de se jeter sur des stratégies d'évitement comme l'alcool, la drogue, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va chercher à éviter tout ce qui rapproche de près ou de loin l'événement. Et puis derrière, vous vous retrouvez avec donc toute cette somme de différentes pathologies qui fait que c'est excessivement compliqué à vivre. Et dans le stress post-traumatique, il y a un symptôme qui est vraiment très spécifique qu'on appelle les réviviscences, où le cerveau va redéclencher des flashs mémoires qui peuvent être auditifs, olfactifs, visuels, et qui ramènent la personne dans son trauma. Mais c'est pas un souvenir, c'est clairement comme si la personne revivait littéralement le trauma. Et donc ça peut être excessivement compliqué à vivre. Par défaut, donc il faut un accompagnement et ça met du temps à pouvoir se guérir. Et on considère en fait bien souvent, selon les experts, qu'on va être en stress post-traumatique chronique à peu près au bout de 3 mois. C'est-à-dire qu'au début, on est dans un choc émotionnel qui est complètement logique. On ne vit pas une expérience comme ça sans des souvenirs particuliers. Donc le corps va décharger du stress. Et au bout de 3 mois, si vraiment les symptômes continuent, on considère qu'on commence à rentrer doucement dans la chronicité. Et donc là, le stress post-traumatique s'établit. Et il faut normalement trouver des actions soit très rapidement après le trauma pour pouvoir essayer d'ingérer ce souvenir le plus vite possible. Et bien sûr, après ces 3 mois, pour faire face, en fait, tout simplement, et Fanny le dit très bien, l'accompagnement, qu'il soit des proches ou des personnels de santé, il est juste vital. Toi, Fanny, au quotidien, comment il s'est manifesté ce stress post-traumatique ? Je reprendrai le terme d'hypervigilance. Vivant à Paris, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre les transports, par exemple. J'ai mis en place des heures décalées, par exemple, pour ne pas me retrouver dans la foule. Et puis, malheureusement, le fait d'anticiper anticiper des drames qui, la plupart du temps, ne sont pas arrivés. Mais, par exemple, pour l'attentat de Nice, en juillet 2016, j'étais dans l'anticipation. Je me disais, il va se passer quelque chose. Je regardais ma télé, car je n'étais pas en mesure de me trouver dehors un 14 juillet, parce que la foule, parce que le bruit des feux d'artifice, des pétards. Et je me suis dit, il va se passer quelque chose. Et effectivement, quand j'ai vu qu'il se passait quelque chose à Nice, je me sentais comme une prophétesse de malheur. Donc c'est vrai que on se sent impacté en plus à chaque fois qu'il se repasse un événement dramatique. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à comprendre et à accepter ? C'est toujours difficile de comprendre pourquoi des gens font ce genre de choses à d'autres humains. Mais
j'ai accepté d'arrêter de chercher à comprendre, notamment une fois qu'on est passé par le procès, où j'ai été confrontée devant la cour d'assises spéciale, confrontée à ce qui restait des coupables. Là, on se dit que oui, il n'y a plus trop à chercher à comprendre. Ce qu'il faut accepter, c'est d'être resté en vie aussi, parce que entre 2015 et le procès, il s'est passé 7 ans, je crois. Donc, on est confronté aux parents endeuillés, aux conjoints endeuillés, aux blessés physiques. Moi, pour ma part, je n'ai pas été touchée physiquement, ce qui n'empêche que j'ai été impactée psychiquement. Accepter qu'on est une victime quand même si on a toujours ses membres, même si on n'a pas les mêmes cicatrices. Accepter que même si on voit une mère en colère, sa propre vie ne vaut pas moins que la fille qu'elle a perdue. Enfin, c'est un cheminement assez long jusqu'au procès, mais le procès, pour ma part, même si ça n'a pas été forcément le cas de tout le monde, chaque victime est unique, a été une étape intéressante, et puis le moment de se retrouver aussi avec d'autres camarades. Et c'est là que moi j'ai rencontré des survivantes, en l'occurrence, qui avaient fait l'étude clinique qu'a réalisée Vincent et son équipe avec la méthode Batismed. Ça m'a permis de raccrocher les wagons pour cette fois-ci un autre chapitre de ma rémission. Est-ce que parfois tu t'es sentie un peu incomprise ou peut-être en décalage avec le monde autour de toi ? Oui, pas que parfois. Ça dépend beaucoup de qui on était avant son choc. Je dirais que pour ma part, j'étais déjà énormément dans l'analyse du monde qui m'entoure. Après un choc comme ça m'a propulsée dans la stratosphère des analyses. Dur de retomber sur le sol quand même, mais le temps aide un peu. Vincent, est-ce que ça arrive chez les victimes de stress post-traumatique de se sentir un peu seul ou un peu justement en décalage, à plus trop trouver sa place ou incompris même ? Alors oui, le souci bien souvent dans les troubles psychiques, dépression, stress post-traumatique, c'est compliqué pour les personnes extérieures de comprendre. C'est-à-dire qu'on se sent seul parce qu'on a l'impression que notre émotion n'est pas comprise par l'extérieur. C'est souvent compliqué de trouver quelqu'un qui a vécu quelque chose de très proche et qui permette de comprendre ce que c'est qu'une douleur psychique, une vraie souffrance psychique. Autant la douleur physique est plutôt bien acceptée par l'entourage parce que voilà, je me suis cassé la jambe, j'ai mal, ça va, on sait ce que c'est. C'est-à-dire que tout le monde traverse plus ou moins les différentes douleurs physiques. On a tous eu un bleu, on est tous tombés par terre, donc c'est pas très compliqué. La douleur psychique, on est forcément avec soi-même dans sa rumination continue. Et des fois, c'est très compliqué d'aller expliquer à l'entourage à quel point on peut sentir cette espèce de difficulté interne. Et donc, avoir un entourage qui comprend, c'est quand même une sacrée chance. Alors quand l'entourage, justement, n'est pas suffisamment bien achalandé en termes de compréhension des différentes pathologies psychiques, tout simplement, là, forcément, les professionnels de santé vont faire leur boulot. Voilà, eux, ils sont normalement formés pour ça. Et même des fois, c'est-à-dire que les psys, c'est absolument parfait. Il faut aller voir des psys quand on va pas bien. Et après, il faut trouver le bon psy. C'est-à-dire que tous les psys ne vous conviennent pas. Je n'ai pas dit que les psys étaient pas bons. J'ai dit qu'il y a une alliance thérapeutique qui se crée et des fois, on se sent mieux avec quelqu'un qu'avec quelqu'un d'autre. Tout simplement. Donc, il faut trouver la bonne personne, le bon médecin, le bon psy, le bon psychiatre. Psychologues et psychiatres vont chacun faire leur travail d'une manière un petit peu différente, mais malgré tout, il faut quand même trouver la bonne personne. Et ensuite, comme disait Fanny, il faut aller chercher d'autres méthodes autour, mais les méthodes, c'est pas que par exemple ce que nous on fait par Batismed, mais ça peut être ne serait-ce que sortir, trouver des activités, voir des amis, aller au cinéma, enfin voilà. C'est pas toujours facile au début, il y a un temps d'adaptation forcément, mais malgré tout, ça fait partie des stratégies qui vont permettre de traverser. Ouais. Fanny, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit que
que tu n'étais plus la même personne et que peut-être tu le serais plus jamais? Je me suis pas formulé ça en ces termes. Je me suis dit, une partie de moi est morte dans cette salle, avec les autres. Alors forcément, je suis plus exactement la même, mais c'est un autre style de vie après le choc. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais est-ce que ça a été compliqué de demander de l'aide? Et qu'est-ce qui t'a aidé à franchir le cap? Tu as parlé notamment de d'autres victimes qui t'avaient conseillé. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Le fait d'être en France, à Paris, ça n'a pas été trop compliqué de trouver de l'aide. C'était un événement tellement marquant, historique. Évidemment, il y avait des cellules médico-psychologiques partout. Les hôpitaux étaient à disposition. Donc, il y avait une forme d'aide immédiate. Je dirais qu'après, ce qui était compliqué, c'était de s'avouer à soi-même qu'on a vraiment besoin d'un suivi, que c'est pas anodin, qu'on peut pas rentrer chez soi comme ça et se dire je vais prendre un petit verre de vin et je vais oublier. Non, il y a eu de l'aide, notamment ensuite par les victimes rescapées qui ont formé des associations. Donc Life for Paris, et puis pour tous, mais en particulier au départ regroupant des parents endeuillés 13, 11, 15. On a bénéficié de l'aide de la fédération FENVAC, qui regroupe plusieurs associations, et l'AFVT, l'Association française des victimes de terrorisme. Donc tristement, les événements forment une espèce de chaîne d'aide. Et nous-mêmes, on a été amenés ensuite à aider les personnes de Nice ou les personnes de l'Est de la France. On est solidaires. On en a parlé un petit peu de Baptismed. Vincent, tu es le cofondateur de Baptismed et tu as notamment accompagné Fanny. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots et présenter Baptismed? Alors, donc, je suis Vincent Meurice, je suis moniteur de plongée à l'origine. Voilà, j'ai d'autres casquettes, en l'occurrence sophrologue et puis préparateur mental sportif, donc des bases en psychologie sportive et puis récemment un DU en neurosciences et méditation. Donc moi je suis en Guadeloupe depuis près de 30 ans. Voilà, donc j'ai fait mon métier de moniteur de plongée un peu partout dans le monde. Et puis ce qui m'a conduit à créer Baptismed, moi dans mes 20 ans, j'ai souffert pendant 6 ans de crise de panique sévère. Donc le trouble panique, c'est probablement une des pathologies la plus proche du stress post-traumatique. Si on retire les réviviscences dont je vous expliquais tout à l'heure, ces espèces de flash mémoire, c'est peut-être le seul symptôme que vous n'avez pas, mais tout le reste, vous avez tout le package qui vient avec. Donc les troubles cognitivo-comportementaux, les angoisses extrêmes, enfin voilà. Donc c'est une pathologie que je connais bien pour l'avoir vécue pendant 6 ans. Donc 6 ans, c'est très très long. Et ça m'a conduit dans ma jeunesse pas loin du suicide, pendant au moins 2 ans, puisque sur la fin, je crois que je faisais à peu près 8 heures d'attaque de panique par jour. Donc c'était vraiment compliqué à vivre. Donc tout ce concept de on se sent seul, souffrance psychique, trouver des stratégies, j'ai bien connu. Et ça a été d'ailleurs un des points fondamentaux dans ce qu'on a construit avec mon associé qui s'appelle Frédéric Benetton, avec Baptismed. On a voulu rendre des choses qu'on avait traversées par ce genre de technique. À quoi ça ressemble un accompagnement au stress post-traumatique et pourquoi avoir choisi de passer par la plongée? Déjà, quelque part, il faut que la personne ait envie forcément de rentrer dans ce genre de méthode alternative. Maintenant, le moniteur qui va prendre en charge ne va pas le prendre en charge tout seul. Encore une fois, le moniteur, c'est pas un psychologue. On va le former à faire des techniques sous l'eau, mais clairement, on ne rentre pas dans la pathologie psychique de la personne. On ne va pas lui poser des questions sur son trauma, on va pas jouer les psychanalystes, les psychologues. C'est pas du tout notre métier. Et on laisse les professionnels de santé faire ça. Nous, on vient plutôt apporter des techniques complémentaires qui vont potentialiser ou accélérer certaines choses. C'est le travail qu'on fait. D'ailleurs, à l'heure actuelle, dans Baptismed, on a quand même plusieurs médecins et psychologues qui se sont formés aussi à ces techniques, puisqu'ils sont aussi plongeurs
au passage. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des personnels de santé qui commencent à valider vraiment ce genre d'approche. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer par la plongée. C'est-à-dire que ce qu'on va faire réellement sous l'eau, c'est des techniques psychocorporelles, voilà, mais qu'on va faire dans un environnement qui va nous permettre d'accélérer, encore une fois, ou de potentialiser certaines sensations, certains phénomènes. Et c'est ça qu'on a voulu démontrer sur les différentes études cliniques. Alors, l'idée originale, c'était surtout mon associé qui, lui, avait souffert d'un burn-out, Frédéric Benetton, à une époque. C'est un ancien banquier qui a fait un burn-out très sévère. Et en fait, il se rendait compte que quand il allait plonger, tout simplement, il trouvait qu'il allait mieux que s'il allait faire un autre sport. Donc il est sorti de la banque, il a fait un master de physiologie des conditions extrêmes et il a rédigé son mémoire sur justement les bienfaits de la plongée dans la gestion du stress. Et donc ça a été la première étude clinique qui a montré que faire de la plongée avait normalement une meilleure efficacité sur la façon dont on va faire face au stress par rapport à d'autres sports. Donc là, c'était vraiment de la plongée classique, il n'y avait pas de pathologie, c'était des gens lambda, tout venant, qui étaient à l'UCPA et qui remplissaient des questionnaires psychologiques. Et puis, il est venu en Guadeloupe dans mon centre pour continuer de mettre en place cette étude clinique. Donc, on a travaillé un petit peu ensemble. Et c'est là que moi, je lui avais dit que j'avais commencé à créer des exercices qui étaient issus de la sophrologie caïcédienne sous l'eau. Et j'avais fait déjà des tests depuis près d'1 an avec des clients à moi pour voir comment ça fonctionnait. Parce que quand j'ai passé mon diplôme de sophrologue, qui durait 4 ans quand même, on doit beaucoup pratiquer. Et un des rares endroits où j'avais l'occasion de pratiquer dans le CAM, c'était sous l'eau. Et donc à chaque fois que j'étais sous l'eau et que je faisais ça, je me disais, mais mince, clairement il se passe quelque chose, quoi. J'arrive pas à avoir les mêmes résultats en surface que ce que j'arrive à avoir sous l'eau. Donc ça m'a un peu titillé. Puis ça m'a ramené aussi à mes souvenirs d'attaques de panique où un des rares endroits où j'étais au CAM, c'était sous l'eau. Donc là, je me suis dit, il faut monter quelque chose avec ça. Et puis, voilà, le hasard ou pas le hasard, Frédéric Benetton est arrivé à ce moment-là. Finalement, on a beaucoup parlé ensemble. Et puis, on s'est dit, tiens, pourquoi on ferait pas quelque chose vraiment de spécial, monter vraiment un protocole spécifique sur une pathologie du stress. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça. On a commencé à monter le projet. Après, on a travaillé 1 an à mettre en place tout ce projet. Et puis, il a eu lieu en novembre 2017 en Guadeloupe. Et puis, la première étude clinique a montré quand même pas mal d'efficacité. On s'est dit, on va en faire une deuxième. Puis, on en a fait encore une troisième. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, on en est à 4. Et à chaque fois, on montre qu'effectivement, c'est une belle approche pour pouvoir justement accélérer, ou en tout cas donner aux gens des billes pour mieux faire face, pour traverser, pour se reconstruire. Et toi, Fanny, tu as suivi ce protocole justement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience ? Oui, alors je remercie les amis rescapés qui m'en ont parlé au moment du procès, parce que c'est là que j'ai pu à mon tour vivre cette expérience. Donc c'est assez structuré. On a d'abord des petits cours en e-learning sur une plateforme où on se familiarise aux exercices qu'on va faire. On a aussi quelques cours de sophrologie, des moments de méditation. Et puis, une fois qu'il faut passer à la pratique, c'est assez nouveau parce qu'on n'est pas tous plongeurs. Mais comme l'a dit Vincent, on est très bien accompagnés. On n'est pas du tout jugé ou on ne repasse pas par le récit de son trauma. On fait comme on le sent. Et l'exercice est tellement intéressant et consiste, pour la plupart d'entre nous, déjà, mettre du matériel de plongée sur soi, aller dans l'eau, c'est déjà extraordinaire. Enfin, ça l'était pour moi, j'étais pas du tout... même pas bonne en natation, un peu peur de l'eau, vraiment l'angoisse totale. Et on se dépasse dès qu'on entre dans l'eau, quoi. Et qu'on se dit, je ne suis pas là pour rien, j'écoute et je fais confiance. Et c'est là que ça se débloque, en fait. C'est dans se dire, voilà, je suis là pour écouter le moniteur ou la monitrice débloquer quelque chose en moi. Je ne me décourage pas, j'y vais et on est très 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 vite récompensé. Dès qu'on accepte de plonger, qu'on ouvre les yeux, qu'on a le protocole tout en douceur, qu'on est attentif à ses sens,
là, on entre dans une autre dimension. C'est un soin très particulier que je ne peux que recommander. Et Vincent, qui sont les personnes que vous accompagnez? Parce qu'on a beaucoup parlé des victimes, mais c'est vrai que tout à l'heure, vous me disiez que vous accompagnez aussi parfois les professionnels qui se retrouvent à accompagner des victimes. Alors c'est une gamme assez large, puisque finalement le stress a quand même un champ très très vaste. Donc les pathologies du stress, vous allez retrouver l'anxiété classique, généralisée, le trouble panique, le burn-out, la dépression, le stress post-traumatique. Voilà, c'est très très vaste. On va pas rentrer dans les psychoses qui sont différentes des névroses. Donc les psychoses, là on est dans des troubles qui sont quand même, qui doivent être pris en charge dans des instituts spécialisés. Schizophrénie, ce genre de choses. C'est pas du tout notre travail. Nous c'est plutôt des névroses. Donc ça veut dire on subit un stress. Mais le stress, un des gros avantages, c'est qu'il va toujours s'exprimer à peu près de la même manière. Donc le stress c'est déjà psychologique, mais c'est le corps qui va décharger. Et en fait le plus dur au démarrage, c'est de lutter contre son corps. Vraiment la base de la technique, de ce qu'on fait, c'est dire il faut déjà apprendre à remanipuler son corps, à avoir une influence sur lui avant de pouvoir commencer à se détendre. C'est-à-dire que quand vous allez vraiment pas bien du tout, encore une fois, si je reprends par exemple les crises d'angoisse extrême qu'on peut retrouver dans le stress post-traumatique ou les troubles paniques, le cerveau est clairement en train d'éclater et se dire ça va aller, t'inquiète pas, machin, etc. En gros, ça marche pas en fait. C'est trop compliqué. Il y a 2500 idées à la seconde, tout est en train de partir, et puis en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que votre corps décharge tellement qu'il envoie des alarmes au cerveau en lui disant ça va pas du tout en fait. Et pourtant, il n'y a pas de danger forcément particulier. Si je reprends mon cas particulier, quand je faisais des attaques de panique, des fois j'étais tout simplement chez moi, donc j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai de la nourriture, je suis à l'abri, mais il n'y a pas de sens. Par contre, vous êtes dans un état comme si il y a une aile de l'avion qui venait de se décrocher et vous savez que vous allez percuter le sol. Donc c'est de la panique extrême, très sévère. Et là, c'est le corps qui, effectivement, va se manifester à fond. Donc les premières techniques consistent à réapprendre à avoir une influence sur son corps. Toutes les études maintenant scientifiques, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de neuroscientifiques qui s'intéressent à ça, la méditation, la sophrologie, on peut avoir un impact là-dessus. Et voilà, c'est les exercices qu'on va faire sous l'eau, on tend à viser ça, mais encore une fois avec la possibilité de les faire dans un environnement qui vont non seulement multiplier les sensations et l'apprentissage, et on peut enregistrer plus rapidement ce genre de sensations, le fait d'être en immersion dans sa bulle. On arrive à pouvoir prendre en charge ses premières sensations physiologiques, et quand le physiologique va mieux, forcément l'esprit va un petit peu mieux aussi. Est-ce qu'on peut guérir d'un stress post-traumatique ou on apprend juste à vivre avec? On peut guérir, mais Fanny le disait très très bien tout à l'heure, il y a un avant et un après. En fait, vous repartez à un point zéro. Ça fait partie d'ailleurs quelque part du protocole, c'est de se dire, en gros, on redémarre à zéro. On va rejouer sur ses sens, comme vous faites avec un enfant qui a un tapis d'éveil, le toucher, le goût, l'odorat, voilà. Mais quelque part, il y a un avant et un après. Donc, l'événement a eu lieu, vous ne pouvez pas l'effacer, et il va driver une grosse partie de votre vie. Mais on peut clairement le traverser. Alors, au-delà de dire qu'on en guérit, on peut en faire clairement quelque chose. Et plus ça va, dans la plupart des gens qu'on prend en charge, plus ça va, plus je rencontre de gens qui disent je suis passé par un moment qui était absolument horrible à vivre, que ça soit encore une fois du burn-out, du stress post-traumatique ou autre pathologie, mais au bout d'un certain temps, et ça prend du temps, il faut l'accepter, des gens qui disent finalement, heureusement que j'ai eu ça en fait, parce que ça m'a permis de voir les choses différemment, ça m'a conduit là où je suis maintenant, ça m'a montré que j'avais des capacités de résilience. Je suis revenu à quelque chose de plus essentiel. Les amis, se balader, on reprend plaisir à des choses simples plutôt que de vouloir s'acheter un jet privé ou un yacht. Et clairement, encore une fois, je donne mon expérience, mais maintenant je dis j'ai eu la chance de souffrir d'attaques de panique. Alors que je vous assure qu'à l'époque, on m'aurait dit on te coupe 2 bras et ça s'arrête, j'aurais clairement filé les 2 bras. Mais à l'heure actuelle, je me dis c'est probablement une des meilleures choses qui me soit arrivée. Parce que tous les événements de la vie, on se dit, si j'ai traversé ça, je peux quand même normalement traverser d'autres choses. Donc ça donne des capacités de résilience. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Cette boîte à outils qu'on essaie de donner, c'est de donner des billes pour alimenter une capacité de résilience. Si quelqu'un nous écoute et se reconnaît dans tout ce qu'on a pu décrire, quel est le premier pas à faire? Accepter qu'on va mal, Fanny l'a dit, et vraiment je confirme, c'est de se dire, là je vais pas bien, je vais pas m'en sortir tout seul. J'ai besoin d'aide. Et c'est dur pour les gens.
pour plein de gens, à un moment donné, c'était prendre des antidépresseurs, aller voir un psychologue, c'est pas pour moi, ça va. Si je fais ça, c'est que je suis faible. Alors clairement pas, hein. En fait, il y a un moment donné, on se dit ça va pas. Il faut que j'aille voir un professionnel de santé. Ça, c'est la priorité. Médecin, alors, bien souvent, c'est le médecin généraliste en premier et qui va vous guider vers un psychologue ou un psychiatre. Hein. Voilà, mais en tout cas, normalement, le médecin sait faire. Ils sont formés pour ça. Mais c'est accepter de se dire, j'ai pas encore les ressources pour pouvoir faire face et je vais avoir besoin d'aide et il va falloir qu'on me donne des billes pour apprendre à traverser et à se reconstruire. Aujourd'hui, Fanny, comment tu te sens par rapport à ce que tu as vécu et ce que tu as traversé ces dernières années? Comment tu te situes? Je dirais que je suis stable. Je travaille toujours. J'ai commémoré avec mes camarades il y a quelques mois les 10 ans des événements. On est toujours aussi concernés, impactés, mais on a fait un certain chemin. Donc, je me sens toujours vigilante, hyper vigilante, sensible à ce qui se passe autour de moi. Je suis venue aujourd'hui à Paris en passant notamment devant la mairie du 11e arrondissement, en empruntant des rues que j'avais empruntées très peu de temps après le 13 novembre pour rencontrer des médecins. Évidemment, j'y pense. Je n'ai pas de réminiscence forte à me cacher immédiatement. Mais voilà, ça marque toujours. J'ai repensé, j'ai revu le bar dans lequel je m'étais cachée le 15 novembre parce que j'étais dans le quartier. Je venais voir un médecin disponible dans la mairie. J'ai rencontré des rescapés. On a voulu boire un café en face. À un moment, il y a eu un bruit. Bon, on s'est caché derrière le comptoir. C'était encore très tôt, après les événements. Aujourd'hui, j'y repense. On n'est pas neutre, mais on est un peu plus stable. Justement, est-ce qu'il y a des choses qui t'aident particulièrement à rester stable? Oui, alors moi, donc à partir de 2022, j'ai pu bénéficier du protocole de Baptismed, qui a été, en plus de mon suivi psychologique et psychiatrique, un grand soulagement. Donc, découvrir que je peux plonger, que je peux faire des exercices relaxants, positifs, de visualiser des choses positives, rassurantes sous l'eau. Ça m'a énormément aidée. J'y repense aujourd'hui, par exemple, quand il y a un événement stressant, je peux prendre quelques instants de respiration, de visualisation de mon poisson préféré, par exemple, des photos mentales que j'ai pu prendre là-bas. Mais je précise qu'il n'est pas nécessaire de se rendre en Guadeloupe pour le faire. Hein. Ça peut se faire également en piscine. Mais les pensées positives que ça apporte sont vraiment très très portantes et elles aident à cicatriser le mental, parce que ce que je voulais ajouter aussi, c'est que le stress n'est pas anodin, même si c'est un mot commun. Le stress tue. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à la personne que tu étais juste après l'événement, que tu voudrais lui dire aujourd'hui avec plus de recul? Je voudrais lui dire qu'elle va transformer cet événement en pierre d'élévation, plutôt qu'en pierre qui fait trébucher. Et il y a une personne qui nous écoute et qui vit aujourd'hui avec un stress post-traumatique. Quel message t'aimerais lui transmettre? Tu n'es pas seul et ne reste pas seul. Du coup, on va terminer avec le traditionnel blind test feeling. Est-ce que vous auriez un livre ou un film qui vous inspire à nous conseiller? Vincent le Grand Bleu. Et même pas.
Non, moi, c'est la ligne verte. La ligne verte, je crois que si je devais partir sur une île déserte avec un film, ça serait ça. Je crois que dans ce film, il y a à peu près l'ensemble des émotions humaines qui sont rassemblées. Puis à chaque fois que je craque, je pleure. Voilà. Mais je le trouve fabuleux. Alors moi, pour rester un peu dans le thème qui me concerne, je recommanderais un documentaire qui s'appelle Nos vies en éclats, qui est passé sur France Télévisions au mois de novembre, ainsi que le travail de France Télévisions en novembre 2025 autour des attentats de l'année 2015. Il y a aussi de l'espoir. C'est important. Une phrase qu'on vous a dit ou un conseil qu'on vous a donné qui vous booste? Je dirais, tu peux le faire, laisse tes larmes sur le bateau, pour faire référence à la plongée. Alors moi, je dirais, tu peux pas tout contrôler. Faut accepter, tu peux pas tout contrôler, lâche prise, fais avec ce que t'as. Fais au mieux. Un petit plaisir simple, mais qui vous fait du bien. Un pain au chocolat. Et quand en anglais, je vois « life is pain », eh ben, j'ai envie de rajouter « au chocolat ». Voilà. Ouais. Voilà. Je crois que mon meilleur plaisir, il y a plein de plaisirs, c'est une bonne nouvelle. Un petit plaisir simple, hein. Donc c'était la question, c'est prendre mon petit-déj sur ma terrasse chez moi en Guadeloupe, tout simplement. La pierre, je Le l'accorde. cadre est pas dégueu. J'ai cette chance-là, donc c'est mon petit plaisir simple. Sympa. La dernière fois que vous avez été très heureux? Ce matin, en voyant Fanny déjà. Les retrouvailles? Moi, pour ma part, c'est d'avoir obtenu un concours. Ça peut paraître très simple, hein, mais quand même, avec mes bagages traumatiques, se dire que j'ai réussi à avancer et d'avoir obtenu un avancement dans ma carrière professionnelle par la force de mon cerveau, et que ça n'a pas été donné, mais je l'ai décroché. Ça m'a rendue très heureuse de voir que voilà, je fonctionne encore. Bravo. Merci. Et pour terminer, une musique qui vous met de bonne humeur? Moi, j'aime beaucoup les musiques de films, en général. James Horner, j'aime beaucoup comme compositeur. Musique d'Avatar, Titanic. Ok. Moi, je dois dire qu'il n'y a que le rock qui me fait vraiment vibrer et qui me met de bonne humeur, qui me donne un sentiment de joie et de puissance. Mais quand même, je voudrais citer un autre style, le style un peu soul. J'ai découvert récemment John Baptiste, que je trouve vraiment extrêmement positif, good vibe. Donc voilà, un peu de rock et un peu de soul. Parfait. Eh bien, merci beaucoup Fanny, merci beaucoup Vincent. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur Baptismed dans la description. J'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez bénéficier de 12 séances gratuites avec des psychologues partenaires grâce au dispositif Santé Psy étudiant. Rendez-vous sur le site santépsy.étudiant.gouv.fr. Et nous, on se retrouve très vite avec de nouveaux invités pour parler sans filtre de santé mentale. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à nous envoyer vos commentaires et à nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Ce podcast est une création Santé Psy étudiant, un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Production par l'Acme Productions, écriture et animation Vicky H, composition originale et mix Léo Westphal. À très vite!